Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 de mes podcasts. J'espère que tout le monde a réussi à implémenter quelques petits conseils que je vous ai donnés dans mes podcasts, que ce soit pour améliorer votre chambre ou votre routine matinale. J'espère aussi que vous avez un meilleur teint si vous avez approfondi mes conseils sur la skincare routine. D'ailleurs, n'oubliez pas que votre peau dépend énormément de ce que vous mangez aussi. Je profite de ce début de podcast pour vous rappeler que j'ai aussi une chaîne YouTube où je poste maintenant de nouveaux contenus. Les podcasts vont bientôt s'arrêter et disparaître sur la chaîne YouTube pour laisser place à du contenu différent sur Tahiti et des vidéos à thème. Mais bien sûr, ils vont continuer sur les plateformes d'écoute, avec toujours un podcast toutes les semaines ou maximum 2 semaines. Je vous invite donc à, si vous écoutez uniquement mes podcasts sur les plateformes, venir aussi sur YouTube et Instagram. Les contenus uniques de là-bas vont sûrement vous plaire. Et si vous êtes une personne qui écoute mes podcasts sur YouTube, ne vous inquiétez pas, ils seront toujours disponibles et mis en ligne sur les plateformes sans délai. Et pour ceux qui écoutent tout simplement les podcasts, déjà sur les plateformes, cela ne vous changera absolument rien. Je vous invite juste à aller voir mon contenu unique sur YouTube également pour voir ma tête, apprendre à mieux me connaître et peut-être écouter des sujets que j'aborderai pas en podcast. Je vous rappelle également que je suis toujours disponible sur Instagram pour quelconque question, que je vous répondrai avec plaisir bien sûr. Et je propose aussi bientôt du coaching avec un lien Calendly que je mettrai en description. Je pensais pas que les podcasts prendraient cette ampleur, mais comme quoi tout projet fait avec passion, amusement, temps et amour porte ses fruits. Enfin bref, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et commençons le podcast. Je pense qu'une chose qui manque à beaucoup de gens, c'est ce qui est important en particulier. Je pense que c'est l'une des choses les plus récentes, c'est cette tendance qui a été le régime cétogène, avec cette concentration sur la glycémie et ce manque de glucides pour chacun. Je fais beaucoup de pain grillé au levain, de pommes de terre, tout ça, mais je veux dire, je mange des tonnes de glucides, je mange plus vraiment d'aliments transformés. Mais bien sûr, la première chose qui, à mon avis, compte, c'est d'avoir le plus de masse musculaire possible et ne pas être obèse. En moyenne, la plupart des gens réussiront à mieux gagner de la masse musculaire en mangeant une quantité décente de glucides. Je pense que c'est vrai. Je dis pas que vous pouvez pas gagner du muscle avec le régime cétogène, mais il y a une raison pour laquelle chaque bodybuilder mange d'énormes quantités de glucides. Chaque bodybuilder naturel consomme d'énormes en fait quantités de glucides à chaque fois, et vous aurez de meilleures séances d'entraînement. Il sera plus facile d'avoir un surplus calorique et vous aurez simplement de meilleurs niveaux d'énergie dans l'ensemble en fait. Et il mange 500 à 600 grammes de glucides par jour pour juste se maintenir. Je considère les glucides comme vraiment le carburant avec lequel vous rechargez votre corps. Donc si vous ne dépensez pas ou n'utilisez pas cette quantité de carburant, vous n'avez pas la masse musculaire dans votre corps. Vous n'avez pas besoin de centaines et de centaines de grammes de glucides, mais vous avez besoin d'un certain niveau pour vous alimenter, comme vous avez dit, pour avoir de meilleures séances d'entraînement et aussi pour reconstituer ces niveaux de glycogène musculaire. Vous savez, c'est comme l'énergie dont vos muscles ont besoin pour s'entraîner. Je pense que vous savez, manger des fruits, du levain, du riz blanc, des pommes de terre, ce sont toutes des sources de glucides assez propres, même si justement dans l'idée des gens, ça fait grossir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des masses gagnantes et vous savez des sucres transformés, des choses comme ça. Je pense que vous devriez rester à l'écart de ces sources de glucides, mais avoir peur des glucides parce que vous savez que vous pensez que vous allez avoir trop de glycémie et que ça va trop vous faire grossir, c'est faux. La preuve, je vous rappelle que mon alimentation est constituée à 50% de fruits. Vous savez, votre corps utilise les glucides pour une raison, la glycémie est nécessaire, c'est la principale source d'énergie pour le cerveau. Donc si vous êtes également pauvre en glucides, vous allez probablement constater une sorte de fatigue mentale constante. Je pense que la façon idéale de procéder est de jouer en fait sur ces quantités de glucides. Lorsque je suis au travail, je change jamais vraiment la quantité de protéines que je consomme, et puis je baisse et j'augmente en fait mes glucides. Parfois mes graisses seront plus élevées et je supprimerai ensuite simplement quelques glucides, mais la plupart du temps je manipule simplement les glucides de haut en bas pour passer d'un excédent à un déficit. Je pense que beaucoup de choses se répètent et se contredisent dans la nutrition, comme quoi vous devez manger des glucides, vous devriez pas jeûner, des trucs comme ça. J'ai passé 4 ou 5 ans à essayer de jouer sur mon poids et mon physique. Vous découvrez comment devenir mince pour la première fois et avoir des abdominaux toute l'année et vous vous dites putain c'est génial, je veux plus être gros. Mais en réalité, j'aurais simplement dû dépenser cet argent en excédent pour essayer d'avoir plus de muscles possible. Et donc vraiment, je me prends un petit peu au régime cétogène quand je dis ce genre de choses, mais en réalité, ce que j'essaye de faire valoir, c'est que vous manquez d'un objectif et que l'objectif devrait être d'obtenir autant de muscles que possible. Et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est la chose la plus importante, je pense. En fait, je dirais que pour la santé en général et la longévité de vie, plus la masse musculaire que vous avez est élevée, évidemment jusqu'à une limite, plus votre corps fonctionnera normalement. Mais je pense que vous n'arriverez jamais au point où vous aurez trop de muscles pour votre corps. Votre objectif devra donc être d'avoir autant de muscles que possible, et pour ce faire, vous devrez probablement manger des glucides et vous jeûnerez probablement pas.
J'aime faire des jeûnes assez régulièrement, mais c'est généralement uniquement les jours sans entraînement. Donc ces jours-là, je n'ai pas nécessairement besoin de calories supplémentaires car mon effort de la journée est moindre. Je dépense pas autant de calories. J'ai tout simplement pas de glucides, ce qui me permet de rester en forme. Vous savez, je fais un jeûne intermittent jusqu'à 10 heures au lieu de prendre mon petit déjeuner dès que je me réveille habituellement. Mais dans l'ensemble, si vos calories hebdomadaires sont suffisantes pour développer vos muscles, alors c'est l'essentiel. Je m'entraîne donc 4-5 jours par semaine en ce moment et j'ai en quelque sorte trouvé c'était une bonne configuration où je m'entraîne suffisamment et pendant mes jours de repos, je peux faire une sorte d'activité physique où je soulève pas de poids justement. Habituellement, c'est de la marche comme une sorte d'activité physique mais sans soulever de poids en fait. Et puis les jours où je repose mon petit déjeuner à environ 11 heures, je prends généralement qu'un seul gros repas pour laisser mon estomac se préparer et se reposer le reste du temps. Et je prends généralement mon petit déjeuner, ce gros repas en fait, je prends un smoothie riche en début d'après-midi. Et puis les autres jours, je mange habituellement 4 fois, c'est-à-dire un déjeuner, une collation et un dîner. Donc de cette façon, je reçois 4 doses de protéines réparties tout au long de la journée pour aider à la synthèse des protéines musculaires. J'essaye de maintenir constamment des niveaux élevés de ces acides aminés dans mon corps et donc tout à fait logique pour moi de recharger constamment votre corps avec ces éléments musculaires essentiels afin de réparer et de faire repousser les muscles que vous avez en quelque sorte dégradés lors de l'entraînement. Parce que votre corps répare et développe les muscles tout le temps et pas seulement à un moment donné de la journée. Cela me semble donc logique que ce soit de manger vraiment de la vraie nourriture tout au long de la journée. En quelque sorte, ça frappe un petit peu votre système digestif d'un seul coup. Je sais aussi que le foie de bœuf séché est très riche et très bon pour les acides aminés. J'en ai déjà eu, qui viennent d'Argentine souvent, mais je trouvais que les prendre tout au long de la journée avec mes repas également contenaient beaucoup d'acides aminés essentiels. Les niveaux de vitamines et de minéraux sont hors du commun par rapport à toute autre source de nourriture animale. Je recommande donc à quiconque de les prendre tout au long de la journée pour les ajouter à ce profil d'acides aminés et à la réparation musculaire justement tout au long de la journée. Ça va également soutenir de nombreux processus dans le corps. Il y a une chose d'ailleurs pour laquelle j'étais vraiment mauvais aussi dans ma jeunesse, c'est que j'adorais être mince. Et j'aime toujours être mince. Je me sens plus concentré et plus léger et était généralement plus agile, un peu comme une sorte de tigre qui chasse uniquement quand il a faim. Et donc, j'aime cette ambiance, mais je pense que cela m'a empêché d'ajouter du muscle et je pense que je voulais arriver dans une fourchette, vous savez, de 10% de masse de graisse, etc. Mais quand j'ai eu 17 ans, j'étais vraiment très maigre, c'est-à-dire 55 kilos pour 1,72 m et la définition musculaire n'était clairement pas là. J'avais l'air limite malade en fait, parce que j'avais pas soulevé régulièrement. Alors il était le temps en fait de vraiment me remettre en forme. J'ai passé pratiquement 1 ou 2 ans à redevenir musclé gras et j'étais probablement dans la meilleure forme de ma vie. Je soulevais 5 jours par semaine, ce qui était génial, même si bah, j'avais un petit peu cette couche de graisse en plus. Je suis donc en surplus depuis septembre dernier. Donc nous sommes quoi, fin avril. Donc il y a environ un mois, j'aurais habituellement commencé à sortir pour l'été. Je suis probablement autour peut-être des 15% de masse graisseuse, je pense, ce qui fait plutôt un travail décent. Et ce que j'ai découvert, c'est que vous devez en quelque sorte avoir un niveau de graisse essentiel avant que votre corps ne soit prêt à ajouter du muscle. Même lorsque vous êtes mince, en fait, vous essayez de prendre du muscle, mais votre corps essaye toujours de stocker de la graisse, n'est-ce pas? Je suis sûr que beaucoup de gens attribueront cela à une chose évolutive. Je sais pas vraiment quelle est la base, c'est juste quelque chose que j'ai personnellement vécu. Et c'est bien d'ajouter un petit peu de muscle, mais il vous faut un minimum de graisse afin de prendre ces calories et en faire quelque chose d'utile en fait. Et personnellement, j'ai déjà essayé de me muscler en étant gras et j'ai déjà essayé de me muscler en étant maigre et clairement c'est beaucoup plus simple de se muscler quand vous avez un petit peu de graisse en vous. Et je suppose que nous revenons en quelque sorte au même message selon lequel le muscle est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous-même. La stratégie à long terme, même si vous voulez perdre de la graisse, est de vous muscler correctement et je vais vous expliquer cela un peu. Donc en fait, lorsque vous augmentez votre masse musculaire, votre taux métabolique au repos augmente. Donc en fait, le taux métabolique au repos, c'est la quantité de calories nécessaires aux processus normaux, aux processus et fonctions corporelles pour alimenter le cerveau, la digestion et tout. Et tout cela, en fait, nécessite des calories. Lorsque vous avez plus de masse musculaire, vous avez donc plus besoin de calories pour maintenir cette masse musculaire, en fait. Même si vous l'utilisez pour rien. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas d'exercice, que vous êtes assis sur votre bureau, en fait, votre corps utilise constamment de l'énergie. Ainsi, la meilleure stratégie à long terme pour réduire la graisse, c'est d'augmenter ce taux métabolique au repos, car en fait, vous pouvez manger plus de calories et utiliser plus de calories même quand vous ne faites rien. Donc c'est plutôt magique, c'est-à-dire que même si vous faites rien, vous perdez quand même du gras. Vous n'avez donc pas besoin de vous entraîner à la salle de sport, vous n'avez pas besoin de faire de la randonnée pour combler ce déficit calorique supplémentaire en fait.
C'est donc contre-intuitif d'une certaine manière et un peu effrayant pour certaines personnes si elles sont en surpoids mais qu'elles veulent prendre de la graisse. Il faut considérer la situation sur le long terme et se demander quelle est la meilleure stratégie en fait. Vous savez, vous voulez pas mourir de faim pendant des mois et des mois. Donc en termes de cela, vous avez un léger surplus calorique. Permettez à votre corps de prendre du muscle comme je l'ai dit, avec ce genre de filet de sécurité en calories pour que votre corps vous permette d'utiliser l'énergie et vous savez, vous avez cet excès pour développer vos muscles. Conservez tous ces acides aminés afin d'avoir les éléments de base pour le faire et sur le long terme, à mesure que vous augmentez votre masse musculaire, votre corps commence naturellement à utiliser plus de calories, même au repos. Donc votre gaz corporel va diminuer à long terme et plus vous avez de masse musculaire, plus cet effet est important et c'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet thermogénique. Vous savez, toutes ces choses s'additionnent et le genre de changement de style de vie sur le long terme qui diminue naturellement votre graisse corporelle sans avoir à vous priver avec des régimes extrêmes ou quoi que ce soit et à avoir faim. Je recommande donc à, ti- je recommande donc à quiconque de se renseigner là-dessus. C'est le principe lui-même qui explique pourquoi les bodybuilders peuvent manger 4000 calories sans avoir une once de graisse. C'est parce que tous ces muscles en fait nécessitent un entretien qui leur permette de prendre ces énormes repas sans prendre de gras justement. Pour vous donner un exemple, moi personnellement, je peux aller jusqu'à 3000 calories par jour pour l'entretien, mais je réduis naturellement un peu les glucides quand je vais pas faire de sport ou trop bouger. Après, petit tip, si vous n'arrivez pas ou vous ne pouvez pas aller à la salle en ce moment, n'hésitez pas à vous acheter des haltères pour chambre qui sont réglables. Je me souviens que j'avais acheté des haltères qui allaient jusqu'à 20 kilos avec mon ami Lucas aussi pour faire différents petits exercices de chambre, que ce soit les bras, les jambes. Pour ce qui est le dos et les pecs, un banc réglable en plus ou une barre de traction est toujours sympa aussi à avoir. De toute façon, ne soyez pas trop dur avec vous-même, vous ne serez pas aussi fort quand vous reviendrez à la salle. Vous savez, vous n'allez pas vous tuer en travaillant pendant 3 heures, même si vous avez envie de faire ça, c'est probablement pas la chose la plus intelligente à faire. C'est comme si tout allait revenir dans quelques semaines, il suffit de redevenir cohérent et de se pousser, mais pas jusqu'aux limites. Sinon, vous savez que tous vos tendons en fait sont toujours un petit peu plus faibles, vos articulations sont toujours un petit peu plus faibles, vous allez être moins mobile parce que vous n'avez pas entraîné ces mouvements depuis un certain temps. Donc toutes ces choses sont à garder à l'esprit, à ne pas en faire trop lorsque vous revenez au gymnase pour la première fois. J'ai des objectifs de force, des objectifs esthétiques et athlétiques. C'est un peu comme ça que je décompose, donc j'utilise habituellement des haltères pour mon entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que concernant les exercices pour lesquels je tiens à être fort, à savoir le soulevé de terre, le squat, le développé couché, les tractions pondérées où je suis vraiment pas fort, mais j'ai des bras très longs et une cavité thoracique étroite, donc je dois déplacer la barre d'environ 3 pieds vers le banc, donc je serai jamais bon dans ce domaine, donc je m'en fiche un peu. Mais sur ces mouvements, je travaille quasiment uniquement 1 à 3 répétitions et c'est simplement parce que j'ai découvert au fil du temps que s'accroupir avec des haltères et faire 20 répétitions, ça faisait pas grand chose pour moi. Donc d'un certain côté, je m'en fiche un peu et en fin de compte, je me soucie juste d'ajouter du muscle. Quoi qu'il arrive, en fait, la façon dont je le fais n'a pas d'importance. Alors ce que j'ai fait à la place, c'est que je me soucie pas du nombre de répétitions où je m'accroupis. Donc je réduis juste ça et je fais juste ça sur 3 répétitions. Un truc que j'aime beaucoup aussi en ce moment, c'est les supersets. Je sais que Lucas et mes potes en font beaucoup maintenant au street également. Le principe, en fait, c'est de prendre 2 ou 3 exercices et d'en faire 4 séries de chacun non-stop. Bien sûr, vous prendrez des poids plus légers en divisant votre max par 2, voire 3 pour enchaîner autant, mais c'est un bon moyen de progresser et d'avoir cette espèce de côté un peu cardio en plus, sans pour autant faire n'importe quoi dans les exercices. Les supersets ne sont pas une course contre la montre en fait, au contraire, vous n'avez pas de temps de pause, donc c'est essentiel de bien les faire et de ne pas être essoufflé à la dernière série où vous pouvez plus rien faire. Mais ouais, je suis intéressé de voir quelle est ma force, mais bon, pour la prise de muscle, ça reste justement un marathon et pas un sprint. Je voulais d'ailleurs revenir sur un sujet assez sympa que je reprends parfois dans mes podcasts, qui est l'esthétisme et en particulier les exercices pecs et jambes. J'ai remarqué que chaque physique que je trouve impressionnant a deux choses, c'est les grosses poitrines et les gros quadriceps. Et même si je pense que l'esthétisme vient beaucoup du cou, des avant-bras et des mollets, si vous pouvez construire une grosse poitrine et des gros quadris, vous allez paraître beaucoup plus stylé justement aux yeux des gens dans la plupart du temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées fausses dans l'entraînement thoracique dans la tête des gens et surtout dans la meilleure façon d'entraîner la poitrine. Vous savez, ils pensent juste qu'un grand banc va vous donner une plus grosse poitrine, alors que je pense justement que ça travaille principalement les deltoïdes dans un développé couché par exemple, surtout si vous avez ce que beaucoup de gens ont, les épaules un petit peu arrondies. En fait, ils n'ont pas cette rotation externe au niveau des épaules qui permet à vos muscles thoraciques de supporter le poids réel plutôt qu'à vos deltoïdes. Donc pour moi, mon entraînement thoracique est vraiment axé sur la distinction entre
le type de flexion du muscle thoracique, comme si en fait un oiseau battait des ailes, vous voyez? C'est un petit peu ce mouvement que fait réellement la poitrine et pas cette extension de bras à laquelle on pourrait penser dans un développé couché. Je veux dire, tu peux le sentir toi-même lorsque vous battez des ailes un petit peu, ce qui ramène vos bras vers le centre. Ce sont justement ces muscles de la poitrine en fait qui travaillent. C'est pourquoi les oiseaux en général ont d'énormes muscles pectoraux. Ça facilite leur vol car ils doivent pomper leurs pectoraux tout le temps. Donc en pensant à cela plutôt qu'au développé couché traditionnel, je fais pas souvent de développé couché tous les jours. Personnellement, je suis pas vraiment en quête de ça. J'aime justement la manière la plus efficace d'entraîner le muscle. Alors quel que soit cet exercice, il est fait pour l'entraînement thoracique. Pour moi, ce sont des choses comme les dips, probablement. Le constructeur de poitrine numéro un, je pense que c'est ça. En commençant par ce genre de truc de poids corporel, en faisant autant de répétitions possible avec ça, en l'utilisant comme finisseur après un entraînement pour la poitrine. Mais il existe une manière spécifique en fait de faire les dips. Alors je me suis documenté et je suis tombé sur les travaux de Vince Gironda. Il a dessiné des exercices et des façons de manipuler votre corps pour se concentrer sur différents domaines. C'est vraiment incroyable. Donc pour le plongeon, vous vous installez comme un plongeon normal, mais vous allez baisser votre menton, puis amener vos pieds vers l'avant pour être sous votre tête plutôt que derrière vous. Cela a pour effet justement de mettre l'accent sur les muscles de votre poitrine et vous ressentirez immédiatement la différence en faisant des dips comme ça. Faire des dips de cette manière est un excellent moyen de développer votre poitrine. D'autres choses d'ailleurs que je fais pour la poitrine, des presses inclinées avec des haltères. La barre est un excellent outil, mais elle ne permet pas justement une amplitude de mouvement optimale. Cela permet, cela permet pas à votre épaule de bouger de manière naturelle et qui lui convient le mieux. Je suis donc passé à un entraînement plus intensif avec des haltères pour la poitrine au moins. Cela semble être plus facile pour l'épaule et il semble plus facile d'obtenir consciemment cette flexion en fait de la poitrine, comme je parlais plus tôt. Ce genre d'adduction de vos bras vers le centre également. Donc en faisant des dips de presse avec des haltères inclinés, un autre est celui aussi, les mouches à câbles, et je l'utilise en quelque sorte comme mouvement de finition. Donc placer ces câbles sur une sorte de réglage large et également élevé. Vous allez donc placer des câbles de chaque côté, en quelque sorte d'un demi-pas en avant, cet étirement complet au repos. Et puis la chose consiste vraiment à se concentrer sur la concentration des muscles de la poitrine pour bouger vos bras comme si vous battiez des ailes comme un oiseau plutôt que de laisser vos deltoïdes supporter le poids. Cela nous amène en quelque sorte à un point plus général sur l'entraînement. Oui, un exercice peut être bon pour un groupe musculaire spécifique, mais si vous ne l'effectuez pas de manière à ce que ce groupe musculaire prenne le poids, alors c'est effectivement inutile. Si votre objectif est de développer votre physique, vous devez alors vous concentrer sur les domaines spécifiques que vous entraînez. Si vous effectuez un entraînement mais que vos deltoïdes prennent le dessus plutôt que votre poitrine, alors ça sert à rien. Vous devez adopter cette idée d'être consciemment impliqué dans chaque set, dans chaque représentation, en y réfléchissant et vraiment vous poser la question: est-ce que ma poitrine prend du poids ici? Dois-je réduire le poids pour que ma poitrine le ressente davantage afin que j'ai plus de contrôle et que je sois plus engagé dans le moment présent? Je pense que ce principe est extrêmement important à prendre en compte dans tous les entraînements, pas seulement dans l'entraînement thoracique, mais je pense qu'il est lui-même très important pour l'entraînement thoracique afin que les gens puissent s'éloigner de la simple réflexion. Si j'ai un grand banc et que j'ai une grosse barre, bah, j'aurai une grosse poitrine. Se concentrer en fait vraiment sur cette flexion comme un oiseau qui bat des ailes et laisser vraiment la poitrine pour faire le travail dans cet exercice, je pense que c'est vraiment le plus important. L'entraînement en quad, je pense que c'est assez standard. Vous savez, je pense que je suis génétiquement chanceux. Mon père a aussi de bonnes jambes et il s'est pas vraiment entraîné à part jouer au football. Donc l'entraînement de mes jambes est assez plutôt bon, je pense. J'arrive à faire des squats lourds. Je vais commencer par une sorte d'exercice d'initiation à la circulation sanguine. Je vais donc passer à la machine de curl des ischio-jambiers, puis à la machine quad et à la machine extension quad. Je ferai 4 séries de 15 supersets avec ça. Il s'agit donc simplement d'injecter en fait du sang dans vos jambes, ce qui est très important, le sang dans les genoux aussi et dans les chevilles. Toutes ces choses qui vous soutiennent pendant les charges les plus lourdes du squat justement. Je pense pas qu'il soit intelligent de faire de gros mouvements lourds au début de l'entraînement. Par exemple, oui, ne le faites pas tout à la fin de votre entraînement, mais je pense qu'il est important de faire travailler les muscles, vous savez, et de s'échauffer. Donc pour cela, l'entraînement des jambes m'a vraiment aidé à faire des exercices de préparation du sang avant le squat. Je pense que c'est important d'intégrer ça à votre routine, de vraiment faire circuler le sang dans vos jambes. Mais en ce qui concerne le développement musculaire, je pense que avoir un plus grand niveau de contrôle musculaire dans toutes les amplitudes de mouvement avec un poids plus léger et le ralentir en quelque sorte en ralentissant cette partie excentrique afin que vous utilisiez réellement vos quadriceps et vos fessiers et vos ischio-jambiers pour réduire lentement le poids
puis surgissez de manière explosive, je pense que c'est la meilleure façon. Les fentes aussi, j'aime beaucoup faire cet exercice, c'est un mouvement très fonctionnel. J'aime incorporer des mouvements plus fonctionnels et des séances d'entraînement fonctionnelles en plus des routines d'hypertrophie, juste pour que vous soyez préparé en fait, prêt à renforcer pour la vie en général ainsi que simplement au gymnase. Je pense que c'est important, en général, d'avoir beaucoup de flux sanguin, des exercices de type pompage du sang, en fait, mais couplés aussi à des exercices lourds et intenses. Je pense que c'est important de développer un physique et une sensation bien équilibrée, en meilleure santé et se sentir bien dans son corps en général. Je pense qu'un autre point à aborder et qui est super important et que vous devez trouver des exercices et des façons de faire des exercices qui fonctionnent pour vous. C'est complètement une chose individuelle. J'en avais déjà parlé dans mon tout premier podcast, mais si un exercice ne fonctionne pas pour vous, alors il ne fonctionne pas pour vous. Si un exercice fonctionne pour vous, il ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. Parce que je vois beaucoup de gens, en fait, et surtout dans les vidéos YouTube, de personnes vous dire faites cet exercice-là. Et moi-même, d'ailleurs, je vous dis un petit peu les exercices à faire. Mais franchement, c'est beaucoup d'expérimentation personnelle. Faut juste comprendre ça. Je pense qu'une autre chose qui est importante est de sentir le muscle travailler correctement, ce qui ralentit la sensation excentrique du muscle. Et cela est en quelque sorte associé à la recherche d'exercices qui fonctionnent, comme la plupart des exercices qui fonctionnent, sont les exercices où vous allez ressentir le muscle, où tu vas obtenir ce bon point de pompage pour moi. Donc, franchement, essayez de trouver peut-être la bonne position ou alors le bon exercice où vous ressentez vraiment votre muscle et où vous ressentez vraiment votre circulation sanguine. En travaillant, vous faites entrer ce sang dans ce muscle, c'est un indicateur que vous frappez la bonne zone. Je voudrais simplement ajouter quelque chose. Prenons par exemple les squats. J'avais des problèmes de rotation, de mobilité interne de la hanche, simplement à cause d'un manque d'étirement et d'un manque de flexibilité. Vous savez, ça rendait un petit peu mes squats bizarres, mais bon, de toute façon, vous connaissez les gens à la salle comme moi, on fait pas beaucoup d'étirements, donc bon. J'ai donc été un peu rebuté par justement ces exercices-là, du moins pendant les premières années, parce que j'ai jamais vraiment approfondi l'aspect d'étirement et de mobilité des choses. Je pense donc que c'est important de faire cette distinction entre, vous savez, si vous faites un squat et que cela ne vous semble pas bien, ne vous lancez pas dans le squat. Mettez-le à la poubelle parce que il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer la mobilité et la flexibilité de tous les groupes musculaires avant justement de faire les squats. Comme s'asseoir profondément, vous savez, vous voyez des gens assis dans ce genre de super squat profond. Si tu fais ça quelques minutes par jour, tu t'y habitues, tu te sentiras mieux et en fait, tu auras l'habitude d'avoir du poids descendant dans cette position. Et une fois que j'ai commencé à m'étirer, une fois que j'ai commencé à faire du yoga pour relâcher les jambes, des choses comme ça, mes squats se sont vraiment améliorés et vous savez, c'était tout simplement plus naturel. Je sentais mes fessiers et mes ischio-jambiers plus engagés et j'étais moins tendu. J'ai donc commencé à apprécier davantage le squat où beaucoup de gens se sentent mécaniquement limités dans cet exercice. Faites de bons exercices qui sont bons pour vous et qui vous font du bien, mais assurez-vous également de faire de la mobilité, que la flexibilité en fin de course fonctionne pour que vous puissiez atteindre ces bons points. Je pense que vous pouvez aller sur mon podcast numéro 4, il me semble, avec Swiss Athlete, où on parle beaucoup de la mobilité qui est très importante. Je pense que ce qui manque à beaucoup de gens sur le haut du corps est la mobilité des épaules aussi. Et deux de mes exercices préférés pour cela sont tout simplement comme un corps creux où vous pouvez agripper simplement la barre, quelle que soit la façon dont vous voulez mettre vos mains. Certaines méthodes sont plus difficiles que d'autres. Et puis vous préparez en fait votre tronc comme si vous alliez vous accroupir et vous ressentirez immédiatement une sensation d'oppression dans vos trapèzes et vos épaules. Vous tenez la barre dans la même position et vous soulevez votre presque comme un gymnaste en fait, vous soulevez vos genoux et vous passez tout votre corps entre vos bras. Cela détendra également votre poitrine et vos trapèzes et vos épaules. Et vous savez, tout ce qui est yoga ou même étirement, vous pensez peut-être au cliché que c'est plus féminin en général. Je dirais simplement de revoir cette hypothèse-là parce que déjà c'est ridicule et parce que vous vous sentirez beaucoup mieux. Et l'autre chose est que vous seriez beaucoup moins stressé parce qu'il y a beaucoup de tensions émotionnelles que nous maintenons en fait dans nos muscles et vous remarquerez la différence dès que vous commencez à les faire. Parce que je sais que surtout chez nous, les mecs, on va pas se mentir, on est parfois très idiots à avoir toujours ce cliché un peu gay ou féminin sur, certaines pratiques ou certaines choses, notamment le yoga, j'y pense et franchement, c'est très important. Donc n'hésitez pas à faire des petites séances de yoga, que ce soit un cours d'une demi-heure ou juste dans ta chambre devant YouTube. Tu as juste cette tranquillité d'esprit et ce manque de stress, tu sais. Une fois que tu as remarqué la différence, tu voudras tout le temps faire cette séance de yoga ou cette séance d'étirement. Donc je fais quelques étirements différents chaque soir pendant que je regarde une émission ou un petit épisode de Dragon Ball ou quelque chose comme ça, avec un écran anti-lumière bleue bien sûr. Je peux pas laisser la lumière bleue perturber mon sommeil. Vous savez, il s'agit de chronométrer votre rythme circadien.
C'est l'horloge biologique interne qui régule tant de processus différents dans le corps, à savoir le sommeil, mais aussi la sécrétation d'hormones de la faim, comme la leptine et la gréline, ces choses qui vous donnent faim ou pas faim. Tout cela est lié en fait à votre rythme circadien. Alors parfois, les gens me demandent comment puis-je ne pas avoir faim la nuit ou comment puis-je m'empêcher de manger la nuit. Eh ben, essayez d'avoir une heure de coucher constante. Par exemple, moi, je me couche souvent à 21h, 22h et je me lève souvent à 5h, 6h du matin sans réveil. Je pense que c'est aussi une chose très importante. Si vous devez utiliser une alarme, c'est une sorte d'indicateur que vous dormez pas suffisamment. J'ai déjà entendu le dicton qui disait une heure de sommeil avant minuit vaut 2 heures de sommeil après minuit. Bon, je pense pas que ça se quantifie exactement comme ça, bien sûr, mais le concept sonne vrai et il faut vraiment penser à se coucher relativement avec le soleil si possible. Donc, vous commencez à vous détendre une fois que le soleil se couche. Vous éliminerez toute source de lumière bleue avec des lunettes ou des écrans justement anti-lumière bleue. Il existe aussi un programme, je crois, qui s'appelle f.lux, qui vous pouvez l'installer sur votre ordinateur et qui élimine toute la lumière bleue sur votre écran, je crois justement. C'est plutôt intéressant. L'autre chose qui est le mieux est bien sûr de ne pas avoir d'appareil électronique dans les 2 heures précédant le coucher. Je sais que c'est compliqué, même moi j'ai du mal à le faire. Mais faites vos affaires sur les réseaux sociaux, répondez aux emails avant 1 heure, puis séparer la dernière période de votre journée de la technologie. Vous savez, éteignez également autant de lumière que possible dans toute la maison. Si votre salle de bain a une lumière blanche très crue, envisagez de vous procurer des bougies ou même des petites bougies électroniques dotées de pilules qui émettent le même motif lumineux. Toutes ces choses aideront votre corps à chronométrer, à s'asseoir pour dormir et tout. En lisant aux chandelles avant de vous coucher, 1 heure avant de vous coucher, je vous garantis que vous vous sentirez suffisamment fatigué pour vous endormir avant même pas 20 minutes de lecture. La plupart du temps, les gens se couchent à 23h30, ils sont devant leur ordinateur à regarder des ordures. C'est pas une chose si difficile à faire et votre corps y réagit vraiment bien en éliminant ces sources de technologie avant de vous coucher. Et en général, on se sent plus fatigué. Vous voudrez donc naturellement vous coucher en fait plus tôt et vous vous réveillerez également plus tôt. Je pense donc que c'est super important. Avant le coucher, je peux prendre aussi une tisane à la camomille avec du zinc et du magnésium pour se détendre. Je pense vraiment que cette petite routine où je finis les écrans à 20h40, hop, j'allume mes bougies, 10 minutes d'étirement, 10 minutes de lecture, 20 minutes de méditation, petit thé, petit zinc, petit magnésium. Et en fait, à 21h30, vous vous retrouvez complètement déphasé et fatigué et prêt à aller dormir, détendu, reposé et prêt à rêver ou à assimiler le livre que vous venez de lire. Donc c'est une chose un peu routinière à laquelle votre corps s'habitue et vous serez éteint comme une lumière. Donc si vous avez des problèmes de sommeil, il faut s'y mettre. Vous savez, j'ai un ami qui était sûrement le plus insomniaque du monde que j'ai pu connaître. Il a réussi à se faire une routine un peu similaire à celle-ci et il a jamais aussi bien dormi depuis maintenant plusieurs années. Certes, il pourrait retomber dans cette insomnie qu'il guette s'il recommence à perdre sa routine, mais il ne flanche jamais car il sait que son sommeil est l'une des choses les plus importantes. Vous ne vous réveillez pas énervé parce que vous êtes rechargé, vous savez, tous ces processus de désintoxification dans le corps, tout cela se poursuit pendant que vous êtes inconscient pendant le sommeil, donc vous vous tirez vraiment une balle dans le pied si vous optimisez pas votre sommeil. Abaissez la température de votre corps aussi avec des douches froides en général. La température à laquelle vous dormez est généralement meilleure, vous dormez mieux. Une autre chose aussi qui peut paraître idiote mais que personne ne fait, c'est que vous devez être plus productif. Mais je vous parle pas forcément de se tuer à la tâche parce que je vous l'ai demandé. Voyez un peu ça comme si en vous réveillant le matin, vous avez une barre à décharger et vous savez, rien que de sortir et faire le tour de votre quartier décharge déjà cette barre. Vous devez faire la même quantité de travail que vous faisiez, bien sûr, mais essayez de constamment agrémenter les petits moments de votre journée où vous ne faites rien, à faire 10 pompes par là, ou 5 minutes d'étirement par-ci, ou 15 minutes de marche par là. Ça coupe les médias sociaux et ça vous permet une variété de choses différentes à faire. Donc si vous êtes plus productif pendant la première journée, vous serez plus fatigué et tu auras cette sensation d'avoir eu une journée accomplie et tu vas pouvoir bien dormir et tu as fait toutes les petites tâches qui sont terminées, donc tu vas dormir crevé et avec le sourire en fait. Et comme je vous l'ai dit, ça peut aller d'une simple série de 10 pompes à nettoyer votre bureau, à répondre à des mails, à, je sais pas moi, écrire un poème ou lire un livre. Mais je trouve pas ça concevable et fiable de vous dire chaque jour: «Oh là, j'ai rien à faire, nanani nanana». Ça peut arriver bien sûr et c'est OK de parfois se poser sur le canapé et se lancer un petit Netflix. Mais le faire 3 fois par semaine, c'est déjà trop et ça va vraiment vous ralentir dans vos objectifs. En fait, tout cela vous permet de dormir mieux, de développer plus de muscles, de vous sentir plus confiant et vous allez naturellement en faire plus. Cela crée juste un cycle positif d'auto-renforcement qui se construit en fait sur lui-même. Et je pense que d'ailleurs, pendant que nous parlons de productivité, j'aimerais parler d'une façon de s'améliorer un peu plus dans sa vie. C'est le fait de faire des activités où les changements ou les améliorations sont quantifiables et se voient rapidement. Parce que bien sûr,
Vous avez tous les piliers de votre vie, c'est-à-dire le physique, votre intellect, votre façon de gagner de l'argent, votre carrière, votre travail, votre entreprise, etc. Et ensuite, il y a ce qui vous intéresse, comme le social, c'est-à-dire les filles ou les mecs ou les amis, la famille, et l'artistique aussi, le chant, la musique, le dessin, la poésie, la sculpture peut-être. Et vous avez en quelque sorte besoin d'un moyen d'organiser tout ça en fait. Et le principe est plutôt simple. Si vous vous améliorez d'un côté, tout le reste s'améliore. En fait, en prônant et en appliquant le beau, l'intellect et la discipline dans des activités quantifiables, cela va naturellement se répercuter dans le reste. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens trouvent la salle de sport et l'entraînement physique si bénéfiques. C'est parce que c'est comme un bénéfice réel et mesurable que l'on obtient en s'entraînant, ce qui est en quelque sorte la première étape pour beaucoup de gens s'ils ne vont pas bien dans leur vie. En fait, ils trouvent une activité qui les récompense. Voilà, je cherchais le terme récompense. Parce que vous savez, je parle beaucoup des choses qui se passent en coulisses dans votre corps, etc., dans mes podcasts, que ce soit le sommeil, la récupération des hormones, etc. Mais je pense que les gens ont besoin de faire une activité et de voir les résultats dans les semaines qui suivent. Je pense beaucoup à la musculation ou le jeu d'échecs, qui sont des activités ultra gratifiantes et où vous voyez votre physique et votre logique et votre intellectuel être propulsés en seulement quelques semaines si vous faites bien les choses. Et bien sûr, vous devez vous améliorer dans les domaines de votre vie, pas seulement dans un seul. Vous voulez pas être unidimensionnel, vous voulez pas vous concentrer uniquement sur la santé et la forme physique si le reste de votre vie est en quelque sorte une souffrance à cause de ça. Je pense que pour reprendre naturellement confiance en soi et gagner en productivité, c'est important d'appliquer ces trois choses. Faites des activités qui vous prennent peu de temps et qui vous gratifient rapidement. Par exemple, le sport, les échecs, faire de la cuisine, faire une skincare routine, etc. Diversifiez les choses que vous faites, ne vous focalisez pas sur une seule chose. Vous êtes un être humain, vous avez la capacité d'apprendre, de concevoir, de réfléchir, de répéter, etc. Et bien sûr, soyez cohérent et ne cultivez pas cette culpabilité. Par exemple, si vous êtes à la salle de sport et que vous vous dites «Oh merde, je devrais être en train de travailler là», ou si vous travaillez à la maison et que vous voyez une story de vos amis sortir et vous vous dites «Ah merde, j'aurais dû aller à la fête avec eux», c'est important que vous soyez cohérent et que vous fassiez votre tâche lorsque c'est le bon moment et que vous pensiez à rien d'autre que ça. C'est l'idée d'être en quelque sorte en fait dans le moment présent et de profiter et de se concentrer sur cette tâche à accomplir, quoi que vous fassiez, ne soyez pas à moitié dedans. Il suffit de prendre des choses comme elles viennent, de franchir les étapes, de s'améliorer et de faire de son mieux, tout en se donnant un peu de marge et de manœuvre si tout se produit pas en même temps. Et aussi simplement éliminer toutes les conneries, toutes les pertes de temps. Les gens disent qu'ils sont trop occupés pour dormir plus tôt, mais ils passeront 1 heure et demie à la journée sur leur téléphone. Et ça a des répercussions sur le cerveau. Et en fait, vous vous mentez à vous-même. Et comme j'ai dit, essayez de ne pas cultiver ce mensonge et cette culpabilité personnelle. Je vais donc un petit peu changer de sujet pour vous aborder maintenant le sujet des compléments. Ça fait un moment que j'en avais pas parlé. Personnellement, j'en prends très peu. Je prends naturellement un petit peu de créatine et parfois de la whey de qualité, mais c'est très rare. Sinon, je prends uniquement le combo classique zinc plus magnésium, un complément de vitamine D quand je mangerai pas des œufs un jour, de la moringa ou du reishi en poudre aussi. Et j'ai récemment aussi acheté du cordyceps en capsule, plutôt puissant d'ailleurs. En tout cas, voilà pour ce qui est de ce que je prends. Je sais aussi que le shilajit, le foie de bison en capsule et l'ashwagandha sont l'élite des compléments. Donc si vous avez les moyens financiers de vous en procurer, c'est incroyable aussi. La forme la plus disponible pour le magnésium est le biglycinate de magnésium, qui est un composé chimique composé de magnésium et de glycine. Donc en prendre un ou deux tout au long de la journée, ça permet vraiment à votre corps d'effectuer tous les processus qui vous maintiennent mentalement sain d'esprit, tous les processus de désintoxication et les choses dans le corps utilisent du magnésium. De toute évidence, le magnésium est un minéral nécessaire à vos muscles, il prévient les spasmes, toutes ces choses, et cela permet à vos muscles de se détendre. Donc si vous vous sentez tout le temps tendu, il est probable que vous ayez une carence en magnésium, surtout si vous êtes un athlète ou même simplement un haltérophile en général. Le magnésium est un élément important que je prends quotidiennement vraiment. Je sais que le magnésium dans un flacon pulvérisateur est cool aussi. Vous pouvez l'appliquer localement sur certaines parties de votre corps et ça pénètre par voie cutanée à travers la peau. C'est un moyen beaucoup plus direct d'apporter du magnésium à vos muscles si vous avez des crampes ou des spasmes dans une zone particulière. Vous pouvez en vaporiser une partie et masser profondément dessus, ce qui est vraiment agréable. L'autre est le zinc, bien sûr, super bon pour votre peau, pour votre santé, pour votre production de testostérone. C'est aussi l'un des nutriments nécessaires à tout ça. Je prends donc du zinc quotidiennement. Si vous mangez pas d'ABA, c'est un excellent moyen de faire le plein de vitamines et de minéraux qui sont si fortement concentrés dans le foie, dans les abats en général. Ancestral Supplements est une très bonne marque, il me semble. Ils ont une bonne philosophie en tant qu'entreprise générale. Et ils ont du foin, des reins, de la rate et de la moelle osseuse, du colostrum, un tas de choses différentes en général provenant de Nouvelle-Zélande. C'est donc vraiment une bonne marque à examiner. Mes autres favoris sont, je pense, que vous bénéficiez également de simplement prendre des capsules d'acides aminés avec vos repas, même si vous prenez juste une collation au fruits, comme une banane et une pomme avec quelques acides aminés également.
Vous pouvez simplement les pomper avec de l'eau et simplement compléter votre corps avec un minimum de calories et vous savez, vous obtenez ces acides aminés qui aident à réparer le corps en général. Un autre complément que j'aimerais mettre en place dans ma routine est la poudre de betterave séchée. C'est ultra puissant. Si vous mangez beaucoup de betterave, c'est pas aussi important, mais beaucoup de gens ne le font pas. Mais en ce qui concerne son utilisation en supplément, vous savez, il est plein d'électrolytes naturels et constitue également un booster d'oxyde nitrique, j'en avais déjà parlé. L'oxyde nitrique est donc le mécanisme par lequel en fait le sang circule dans tout votre corps, ce flux sanguin. Donc avant l'entraînement, j'essaye de prendre une cuillère à soupe de poudre de betterave et environ 8 à 10 grammes de malade de citrulline. Donc ces deux produits sont des boosters d'oxyde nitrique et si vous prenez cela avec beaucoup d'eau environ une demi-heure avant de vous entraîner, vous allez en fait avoir l'impression que vous commencez à avoir chaud naturellement, même avant d'avoir commencé l'entraînement. Puis lorsque vous commencez à faire des mouvements et à soulever des poids, la pompe de sang est vraiment irréelle. Vous savez, comme si vos veines ressortaient dans vos bras et aussi, vous savez, c'est bénéfique pour la circulation sanguine dans la région de l'aine. Donc si vous avez des problèmes de dysfonctionnement érectile, par exemple pour les mecs, je pense que ça peut aider également. En tout cas, si vous voulez pas dépenser des sommes folles et avoir un millier de suppléments différents, ce sont les plus importants et je sais que les gens ressentiront une différence en les prenant. N'oubliez pas que les suppléments ne s'appellent pas ainsi par hasard et que vous n'avez pas besoin d'avoir 500 pilules et autres plantes médicinales pour vos projets. La supplémentation doit venir tout en haut de la pyramide de vos priorités. Donc voilà, c'est vraiment pas la chose la plus importante sur laquelle vous devez vous focaliser, mais c'est toujours sympa d'avoir quelques petits compléments qui changent votre vie là-dessus. Je profite de la fin pour vous rappeler de ce que j'ai dit en début de podcast. J'ai aussi une chaîne YouTube où je poste maintenant de nouveaux contenus. Les podcasts vont bientôt s'arrêter sur YouTube pour pleinement les poster sur les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à venir regarder les nouvelles vidéos sur YouTube, à venir me poser des questions sur Instagram et à écouter mes podcasts toutes les semaines sur les plateformes. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.